Quand j'ai commencé dans le métier, mon but, c'était d'aller couvrir le Moyen-Orient. J'ai dit à ma rédaction, qui était France Inter à l'époque: «Si le poste de Beyrouth se libère, je suis 100 volontaire». Le poste de Beyrouth s'est libéré, en septembre 1973 et donc je suis arrivé à cette date à Beyrouth et 2 mois après, il y avait la guerre d'octobre 73, la guerre du Kippour, que j'ai couvert côté syrien et côté libanais également parce que le Liban était quand même, sinon impliqué, du moins concerné. Et puis il y a eu le déclenchement de la guerre civile du Liban, 13 avril 75, hein, je me souviens exactement de la date et de cette journée aussi qui était une très belle journée. On était allés à la montagne avec ma famille et puis, j'ai appris ça en écoutant la BBC, bon là j'étais uniquement pour la radio, pour France Inter, donc j'ai tout de suite foncé dans la région où il y avait eu l'incident, le car et cetera, le bus et puis j'ai essayé de faire des interviews et tout. Mais alors le problème, c'est que le lendemain, l'aéroport a fermé et donc c'était très difficile d'expédier des films. Il fallait donner à un passager qui passait par la Syrie, donc les premières images de la guerre civile du Liban ont mis plus de 24 heures à être transmises parce qu'il n'y avait pas de liaison, aérienne, quoi. On commence par ici. Pourquoi j'ai dit qu'on commence par ici? Parce que nous sommes à côté de l'hôtel Commodore. Et pourquoi je vais parler tout de suite de l'hôtel Commodore? Parce que vous savez qu'on dit, et c'est la vérité, que pendant les guerres, il y a toujours un hôtel qui passe à la petite histoire parce que c'était l'hôtel des correspondants étrangers. Et pas loin, l'autre hôtel, les Cavaliers. Bristol, il a dit fermé au commencement de la guerre. Alors, je suis arrivé ici à travers la francophonie, à travers mes amis de la France Presse. J'habite dans ces maisons que j'ai achetées. Je suis l'unique Espagnol que j'ai acheté une maison au Liban parce qu'elle était à côté de l'hôtel Commodore. Quand la guerre a commencé, j'étais étudiante. Et je me rappelle, alors j'habitais dans ce qui est très rapidement devenu Beyrouth-Ouest. Et on avait nos professeurs qui venaient à l'hôtel Carlton, c'était un hôtel du front de mer à Raouché, pour nous donner des cours. Lesquels cours étaient très 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 souvent interrompus parce qu'il y avait des bombardements et donc on rentrait à la maison. Et je sais que j'avais une grande marge de liberté personnellement au tout début de la guerre parce que mes parents étaient bloqués au Kenya. Ce qui se passait, c'est que malgré les bombardements et tout, il n'y avait absolument personne pour me dire reste à la maison, ne sors pas, il y a des bombardements et tout. Et comme j'habitais à côté de l'hôtel Commodore, qui a été un hôtel un peu mythique pendant les guerres du Liban, parce que c'était le point de rassemblement de toute la presse internationale. On n'avait pas d'électricité, évidemment, avec le début de la guerre. Et on allait donc à l'hôtel Commodore, on voyait toute la presse internationale, on était bien contents. Et donc, j'ai commencé à frayer avec ce milieu de la presse internationale, mais depuis enfant, moi, je disais, je veux être ou journaliste, ou archéologue, ou agent secret. Donc, j'étais très, très, très content. Je suis arrivé au Liban durant l'invasion israélienne. Je me souviens que j'arrive sur un bateau, enfin il y avait les bateaux parce qu'il n'y avait pas d'avion. J'arrive par Jounier, donc par la partie chrétienne. Il y avait des contrôles de l'armée israélienne qui contrôlaient les bateaux qui venaient et qui passaient. Et c'était un élément d'anxiété, surtout pour les Palestiniens, pour les Libanais. Pour nous, ça l'était moins. Enfin bon, on savait qu'on n'allait pas... Et les Israéliens étaient arrivés à Beyrouth. On était à l'époque, l'AFP, il y avait un immeuble qui s'appelait Concorde et dans laquelle je me suis trouvé moi et le chef du bureau qui était Xavier Baron. Et puis après, les Israéliens vont prendre ce lieu-là, bien sûr. Et pour l'anecdote, enfin Xavier Baron raconte ça dans son histoire, c'est que les Israéliens ont pris tout ce qu'il y avait, quoi.
Ils étaient surtout très intéressés, enfin c'était très fascinant, par les bidets. Ils n'avaient jamais vu de bidet, je crois. Non, ils avaient volé plusieurs choses. Et donc, Xavier Baron s'était plaint auprès des Israéliens en disant, mais enfin, il y a des choses qui ont disparu. Et les Israéliens ont dit, on va enquêter. La seule chose qui restait encore, c'était la télévision. Et le lendemain, elle a disparu aussi, quoi. Moi, j'étais journaliste à Paris où je m'ennuyais ferme parce que j'avais 23 ans et à 23 ans, on veut une vie exaltante. On veut une vie d'aventure. On veut une vie qui n'est pas comme les autres. Donc, je ne me voyais pas rester journaliste banal, entre guillemets, à Paris. Et donc, j'ai saisi une opportunité. La première, ça a été de faire un stage à Lorient le jour. Et donc, je suis arrivé la toute première fois à Beyrouth, je crois que c'était en 1984. Et je me souviendrai toujours de la première image. L'avion de l'ami d'Alice se pose sur l'aéroport de Beyrouth. Et à l'époque, il y avait les Marines qui étaient à l'aéroport. Et au moment où je sors de l'avion, il y avait dû y avoir, je crois, une tension parce que les Marines se faisaient tirer dessus tous les jours. Et il y avait une tension nerveuse, donc ça bougeait énormément. Et il y avait des hélicoptères des Marines qui décollaient, les espèces d'hélicoptères avec 2 rotors là. Et pour moi, c'était des images que j'avais vues quelques années plus tôt, alors que j'étais encore tout jeune. C'était des images de la guerre du Vietnam, avec des Américains, des hélicoptères qui décollaient partout. Je me disais, mais je suis où là? Et à la fois, j'étais effrayé mais fasciné, parce que je voyais un espèce de film qui se déroulait sous mes yeux, mais dont j'allais comprendre très vite que ce n'était pas une fiction, c'était une réalité. On disait c'était les chrétiens conservateurs qui se battaient contre les islamo-progressistes. C'était les mots qu'on employait. Et après, on s'est rendu compte que ces mots étaient un peu faussés, parce que bon, les islamos n'avaient peut-être rien de progressiste. Chez les chrétiens, il y avait quand même aussi des gens qui étaient plus ouverts, qui voulaient aller de l'avant. Donc la situation était beaucoup plus confuse, quoi. Et donc, je découvre cette ville qu'on pouvait traverser, cette ligne de démarcation qui existe et dans laquelle, il faut passer avec tous les dangers que ça encourt, de passer d'un endroit à l'autre, hein. Il y avait des francs-tireurs, il y avait des snipers, mais on le passait, sans savoir si, en fin de compte, la mort n'était pas exactement de l'autre côté et ne vous attendait pas. Et puis, quand vous passiez et quand vous étiez de l'autre côté, vous poussiez un soupir de soulagement. Cette ville-là, avec 2 mondes, et quand il y avait évidemment des explosions ou des choses comme ça, regarder de l'autre côté, voir comme s'il y avait 2 pays. Et l'un des pays, quand il voyait un des côtés qui avait reçu des obus ou des trucs comme ça, se félicitait du fait que ce côté-là avait été touché, quoi. Il y avait des jours qu'on disait, pour les personnes qui avaient un bon oreille, on pouvait distinguer très, très bien les guerres. Il y avait la guerre de toujours, guerrier contre charrier, d'accord? Et après, chaque côté, il y avait les guerres particulières, les petites guerres, c'est un film. Et alors, il y avait des moments, de manière simultanée, on pouvait au moins décrire 4 guerres, au moins, quelquefois 5. Alors, il y avait des moments dans lesquels, dans la même ville, on assistait à 5 conflits différents. On savait adapter très bien, à mon avis, à cette ambiance. Beyrouth, c'était une zone de non-droit. Et une zone de non-droit, c'est aussi une zone d'intense liberté, puisque vous pouvez faire n'importe quoi. C'était un espèce de foutoir permanent. Il n'y avait pas de règles qui s'appliquaient, si ce n'est la règle du plus fort. Pour moi, c'était une découverte totale. Je ne comprenais rien du tout. Alors évidemment, on peut prétendre comprendre, mais qu'est-ce qu'on comprend? On ne comprend rien. D'ailleurs, il y avait un journaliste qui avait une très bonne phrase qui disait « Le Liban, quand tu arrives, évidemment, tu ne comprends rien à ce conflit.
Tu attends 2-3 semaines, et puis au bout de 3 semaines, tu te dis, ça y est, j'ai tout compris. Et en fait, au bout d'un mois, tu comprends que tu n'as rien compris. Et c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre. Je trouvais ça assez fort. Ça m'a beaucoup aidé parce que je n'ai jamais vraiment très, très bien compris. Moi, étant journaliste sur place, je cherche à comprendre qui est qui, pourquoi telle milice se bat, pourquoi telle communauté s'est rangée du côté de cette milice, quels sont les pays étrangers qui tirent les ficelles de cette guerre, etc. Donc je suis complètement dedans. Donc je vois bien sûr une absurdité de la guerre, mais j'essaye de comprendre ce qui se passe. Mais après, vu de ma rédaction à Paris, la mentalité, l'opinion, c'est on n'y comprend rien. Voilà, on ne sait pas qui se bat contre qui, on n'y comprend rien. Les gens, ils n'ont pas envie de connaître qui est Hamal, qui est le Hezbollah, qui sont les Moabitoun, qui sont tout ça. C'est trop confus, quoi. Donc, à la limite, il n'y a que les spécialistes qui peuvent s'intéresser à ça, quoi. Et même une fois, j'ai eu le rédacteur en chef qui m'a dit écoute, cette guerre est tellement compliquée, nous, on n'y comprend rien. Comment est-ce que tu peux encore rester là-dedans, quoi? Comment est-ce que tu peux... Moi, j'ai été complètement pris dans mon sujet. J'avais envie de voir la fin, quoi, de comment allait se terminer cette guerre. Puis bon, on était quand même attachés aux gens, qu'ils soient de n'importe quelle communauté, ou qu'ils soient palestiniens, ou... Donc on était attachés aux gens, parce que les gens sont très attachants. Donc j'avais pas envie de déserter, quoi. La guerre était une longue guerre, comme vous savez, était une guerre que, comme toutes les guerres, on l'explique très mal. Ça veut dire, ce n'est pas une guerre de chaque jour. Parce que moi, je dis toujours, une guerre n'exclut pas la paix. Ça veut dire, on fait l'amour, on vit, on travaille, on fait sa vie, on plaît, etc., etc. On fait de l'argent, on parle de l'argent, etc. Tout ça, on le fait en guerre. Et surtout une guerre aussi spéciale comme celle-ci, parce que c'était une guerre d'époque, de quartier, était une guerre de quelques centaines de mètres simplement. Mes amis français ne comprenaient pas. Pour eux, un pays qui est en guerre, c'est un pays où il y a la guerre tout le temps, où les gens se tirent dessus du matin au soir, mais ils ne s'arrêtent pas, même la nuit, ils continuent à se tirer dessus. Or, vous avez du mal à leur expliquer que ce sont des phases, des éruptions de violence, mais que la majeure partie du temps, il y a une vie qui se déroule, qui est une vie difficile, mais la vie se déroule quand même. Les Libanais sont la démonstration de ça. Les Libanais, 3 minutes après un combat, la circulation reprend, il y a des embouteillages et on s'engueule comme s'il ne s'était rien passé. Il pouvait y avoir un combat dans la rue où il y avait 2 morts et puis le voisin vous disait « Est-ce que tu as de l'essence pour le générateur ?» C'est à peu près ça. Parce que moi, ce qui me frappait à Beyrouth, c'est que vous aviez des fois des combats de rue, là, je sais pas, entre Chia et Ain Romaneh. Et puis à 100 mètres de là, les commerçants étaient ouverts, les magasins fonctionnaient. Mais la ligne de front était très proche, quoi. Je dois dire quelque chose, c'est que on n'a jamais manqué de nourriture. C'est-à-dire que bon, la nourriture c'est impropre du Liban, mais on n'a jamais manqué de nourriture. Ça venait, comment je peux pas vous dire, mais ça venait de la Béka, ça venait un peu partout, et donc les choses se faisaient. La personne qui m'a accueilli le premier à Beyrouth était un rédacteur en chef à L'Orient-le-Jour. C'était un vieux monsieur. Et je devais aller, je crois, dîner chez lui le lendemain. Et il avait laissé un message pour moi à l'hôtel Cavalier en disant « Le dîner est annulé, ma femme est effrayée pour cause de bombardement. » C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu un dîner annulé pour cause de bombardement. Donc, vous voyez, c'était assez quand même folklorique. J'avais un bureau qui était à côté d'une pâtisserie libanaise qui était très bonne. Et puis un jour, j'étais en voiture, seul comme ça, et puis je suis arrêté à un barrage assez méchant, enfin les gars en kéfier, je vois des regards très hostiles et tout, puis je vois le regard d'un garçon qui est très détendu, au contraire.
et puis qui me dit Monsieur, vous ne me reconnaissez pas? Bah, je dis je ne vous reconnais pas, vous avez un kéfier, etc. Et il enlève son foulard et me dit Je travaille chez Patachou, chez la pâtisserie. Voilà. Donc ça voulait dire que oui, bah, voilà, le petit commerçant, le petit employé, bah, il était aussi au combat. Il n'y avait pas que des chefs de milice, des militaires et tout qui se battaient dans les rues. Donc bah, voilà, un type simple et tout, et qui m'avait reconnu. Donc là, je craignais rien et j'ai passé le barrage sans problème, quoi. Toute la journée, ça c'était ma philosophie, on risque sa vie pour le travail, alors autant la risquer pour s'amuser. Et donc on faisait des méga fêtes, mais comme c'était trop dangereux de rentrer la nuit, la soirée commençait à 9h, 10h, une fois que tous on avait terminé notre travail, et on rentrait à 6h du matin, 7h, au lever du jour. Et là, tu avais des journalistes, des intellos, un peu de tout, mais beaucoup de correspondants de guerre aussi. Voilà. La guerre est quelque chose de terrible, mais dans la guerre, il y avait des choses aussi formidables, des rencontres, des émotions, des amitiés extrêmement fortes. La vie était très agréable. Enfin, je veux dire, était très agréable. Oui, je crois que à Beyrouth-Ouest, il y avait une très grande solidarité entre les gens. Et de l'autre côté aussi, d'ailleurs, il y avait des bars, de la musique. Les gens se rencontraient, faisaient des connaissances. Il y a eu des histoires d'amour, soit fugaces, soit plus profondes. Mais tout ça faisait partie de Beyrouth. Et la tension extrême qu'était la guerre déclenchait aussi des désirs ou des passions extrêmes aussi. C'est-à-dire que il y avait des rencontres amoureuses qui étaient certainement démultipliées par le fait que c'était la guerre, par le fait qu'on ne savait pas si demain on vivra, et que donc à partir de là, l'idée c'était qu'il fallait vivre. Il fallait vivre au maximum parce qu'on ne sait pas comment demain sera fait. Et avec évidemment le risque de tomber sur les balles d'un sniper et tout. Mais ça faisait partie du jeu et de l'excitation que ça pouvait représenter. Moi, j'ai fait le métier de journaliste parce que ce qui m'intéressait, c'était les gens. Ma curiosité portait sur les gens. Ils sont qui? Ils font quoi? Pourquoi? Et là, franchement, j'étais servi, j'étais gâté. Et puis, on adopte un mode de vie qui est un mode de vie un peu de survie, de débrouille, qui est très, très propre à des pays comme le Liban en guerre. À Beyrouth, vous cherchez tout de suite la combine qui fait que vous allez pouvoir vous débrouiller. Alors, vous allez trouver quelqu'un qui va vous trouver quelqu'un qui va vous arranger le truc. Et moi, c'était ça en permanence. C'était un quotidien qui était, en tant que journaliste étranger et surtout jeune journaliste qui découvrait la vie, ça n'était pas un quotidien difficile. Il y a eu des moments difficiles, mais globalement, ça ne l'était pas. Puis moi, j'avais un statut privilégié. J'étais à Genève. Donc la Genève, il avait un statut un peu privilégié, la Genève. Donc moi, c'est d'ailleurs ce que j'aime dans le Liban, c'est qu'il y a une concentration de vie humaine, une concentration de communautés, donc de gens complètement différents qui ont des histoires complètement différentes. Et pour ça, j'ai toujours été passionné par le Liban à cause de ça. Il n'y a pas une pensée unique, quoi. C'est tout le monde qui a sa petite histoire. Et donc, être obligé aussi d'adopter plus ou moins la cause des gens qui vivaient de leur côté parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, quoi. Il y avait une chose très importante pour moi, qui était fondamentale et qui m'a fait aimer ce pays, c'était la lumière. Tous les matins où je me levais, cette lumière d'une violence, moi, ça me mettait de bonheur pour la journée. Et j'ai dépendé dans les années de la guerre, surtout des moyens de transmission. La question essentielle, la première question fondamentale quand vous arrivez quelque part, c'était trouver un téléphone, quoi. C'était pas évident d'avoir des lignes téléphoniques pour Paris, mais on avait tous déjà la débrouille. Comme j'ai travaillé pour une radio, j'envoyais des petites séquences radio le soir tard et je passais par le central de Badaro, je me souviens. Et au bout d'un moment, j'ai sympathisé un peu avec l'opérateur. Je lui ai dit, vous êtes à Badaro? Oui, je dis, je suis à Ashrafieh. Ah bon, voilà. J'ai dit, je vais venir vous voir. Donc je suis allé voir l'opérateur et je lui ai donné un bribe. Je lui ai dit, mais tous les soirs, tu me chopes une ligne pour parler à Paris parce que sinon, je vais passer 3 heures au téléphone.
On avait des numéros d'employés, en fait. On les appelait et je disais, je veux une ligne pour Paris. Elle me donnait la ligne Paris et puis à la fin du mois, quelqu'un venait à qui je donnais une enveloppe d'argent. Pour ce qui était de la radio, on envoyait les reportages par téléphone, donc depuis l'hôtel Commodore. Donc, je me souviens, j'avais une très bonne relation avec le personnel de l'accueil. Donc, dès qu'il me voyait arriver, d'abord, il me demandait qu'est-ce qu'il y avait comme information, parce que ça veut dire que je revenais de la ligne de front ou du passage du musée, etc. Donc, il fallait déjà qu'en quelques minutes, je leur expose la situation politique et militaire. Et puis après, il me dit, on va vous donner la ligne. Et donc, il me donnait la ligne. C'était relativement facile. C'était cher, mais c'était relativement facile d'avoir la ligne. Je branchais avec ce qu'on appelle les pinces crocodiles. Je branchais sur le téléphone mon Agra, mon magnéto, et puis j'envoyais le son à Paris, quoi. Et donc, l'hôtel Commodore, c'était vraiment le camp de base, le pilier de la couverture pour les journalistes. Quand je sais pas, un homme politique, un chef de milice, un combattant avait quelque chose à dire, il allait à l'hôtel Commodore et il savait très bien qu'il y aurait tout un cercle de journalistes autour de lui pour exploiter son histoire et transmettre son histoire, quoi. Vous pouviez avoir les meilleures photos, les meilleures images, etc. Si vous ne pouviez pas les envoyer, vous ne pouvez pas les envoyer. Donc, il fallait trouver le moyen de le faire. Alors, ça prenait différentes formes. Soit, quand l'aéroport était ouvert, il fallait trouver des voyageurs qui étaient prêts à prendre les images. Et puis, après, envoyer un message par Telex à votre compagnie, leur dire, voilà, je t'ai envoyé les photos un tel, qui va arriver par monsieur un tel, qui arrivera par bateau jusqu'à Chypre. Et là, il y aura un avion qui doit aller sur Chypre. Et donc, il fallait absolument pouvoir s'organiser pour pouvoir faire en sorte que ça passe. Et pendant les premières années de la guerre, le Telex a devenu chaque fois un article aussi nécessaire et à la fois de luxe, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Telex qui marchaient, parce que le téléphone, il n'y avait pas de téléphone. Il y avait une ligne par radio d'ici à Chypre, et alors il y avait partout, dans tous les coins, il y avait des petits bureaux. Et alors, si vous pouviez, n'est-ce pas, contacter d'ici à Chypre, alors à partir de Chypre, vous pouviez utiliser le téléphone. Alors, ça a été un grand encombrement. Quand le téléphone sonnait chez moi, on me disait Monsieur Machin, je disais bah non. Et je savais que c'était pas pour moi, mais que c'était pour le voisin qui était à 4 étages au-dessus, qui était branché sur la même ligne que moi. Alors je passais la tête par le balcon, je disais hey, c'est pour vous le téléphone. Ah bon, alors il décrochait. Donc on était 3 ou 4 sur la même ligne de téléphone. Il y a une question que je vais vous dire franchement, a été une guerre très facile à couvrir et qui a donné une couverture très brillante. D'un point de vue égoïste d'un journaliste étranger, on pouvait aller partout, les Garbier ou les Chari et tout ça. Il n'y avait pas de visa, il n'y avait pas de longues listes pour s'entretenir avec les chefs de file d'un côté et de l'autre. L'histoire de la ligne de démarcation, ce qui peut paraître complètement absurde aujourd'hui, mais il y avait cette ligne de démarcation que moi je pouvais franchir, mais les Libanais ne pouvaient pas la franchir, en tout cas pas sans danger. Évidemment, de chaque parti politique, on prenait un laissez-passer. J'avais une collection de cartes de presse de milices. Les Mourabitoun vous en donnaient un. D'Amal, j'avais une carte de presse du PSP. PSP de Joumlat vous en donnait un. Carte de presse de l'armée. Côté chrétien, carte de presse du ministère de l'Information. Carte de presse des forces libanaises. Carte de presse française. On avait toute une panoplie. Et ce qui était très important, c'est qu'il ne fallait pas se tromper. Je me souviens qu'il y avait un journaliste qui s'était trompé. Il avait confondu le laissez-passer d'une milice pour une autre, et les miliciens l'ont fait avaler le laissez-passer. Je me suis à un barrage une fois, c'était un barrage de phalangistes qui me disent est-ce que vous avez l'autorisation du Fatah ? Je dis attends, toi t'es pas
Toi, t'es pas du Fatah, ça se voit, quoi. Il voulait me piéger comme ça. Si j'avais sorti l'autorisation du Fatah, je pense qu'il aurait été vexé, qu'il m'aurait fait attendre 1 heure ou 2 avant de me laisser passer, quoi. Parce que chaque milice voulait donner l'impression qu'ils étaient sérieux, qu'ils contrôlaient. Je pense que c'était un héritage du Fatah et des Palestiniens qui avaient hérité ça des Russes. Et donc, il y avait cette volonté de contrôle, mais qui était complètement gaguesque. Comme occidental, vous aviez une certaine valeur, n'est-ce pas? Parlons franchement. Et parce qu'on avait intérêt, n'est-ce pas, de raconter cette guerre, surtout aux États-Unis et en Europe. Jusqu'aux enlèvements contre les journalistes étrangers, le journaliste étranger avait un statut vraiment hyper respecté. Même quand vous vous trouviez face à un officiel, un militaire ou je sais pas quoi, il y avait une espèce de respect. Alors le problème de la neutralité, c'est que quand vous êtes avec un groupe, que ce soit un groupe de phalangistes, de gardiens du Cèdre, de Morabitoun, vous vous laissez quand même influencer par ce qu'on vous montre. Alors l'essentiel, c'est de couvrir tous les côtés, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aller à l'Est, il faut pouvoir aller à l'Ouest, il faut pouvoir faire parler les gens de l'Est et les gens de l'Ouest, et puis après confronter les deux opinions. Mais c'est vrai que les gens sont tellement motivés, déterminés, que quand vous êtes avec un groupe, ben vous avez tendance à dire oui, au fond, ils ont raison, quoi. Quand vous êtes aux abris avec une population, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, et qu'il y a des bombes qui tombent à côté, vous êtes amis avec les gens avec qui vous êtes dans l'abri et vous protestez contre ceux qui envoient les bombes, hein. Puis après, quand vous vous retrouvez de l'autre côté, c'est la même chose. Donc la neutralité dépend un peu de tout ça. Mais l'essentiel, je pense, c'est de pouvoir aller de tous les côtés. Alors souvent, la réflexion des gens, c'était nous demandons des armes à la France et elle nous envoie des journalistes. Des deux côtés, on entendait souvent ça. Parce que la France était considérée quand même, au début, comme je vous dis, comme un pays ami, donc qui allait intervenir pour faire la paix, quoi. Je veux dire, la France avait quand même des bonnes relations avec le mouvement palestinien. Il y avait un représentant de l'OLP en France. Après, il y a eu des bonnes relations avec Yasser Arafat du temps de Chirac et tout ça, quoi. On ne se voyait pas d'ennemis, quoi. Il y avait vraiment une amitié entre les Français et les Libanais. Et puis les journalistes aussi étaient quand même bien considérés parce que les gens pensaient qu'à travers les journalistes, ils pourraient faire passer leur message international. Et donc, de ce côté-là, j'ai pas eu de problème, quoi. Mais en tant que journaliste, on n'était quand même pas formé pour couvrir une guerre comme ça. Qui était formé d'ailleurs pour couvrir une guerre comme celle du Liban? On avait appris des rudiments pour couvrir les guerres comme celle du Kippour, voilà, où les abris, les choses comme ça. Mais la guerre civile du Liban, où n'importe qui est armé, tout le monde possède des armes, c'était très difficile au début de savoir quel comportement on devait avoir. Qu'est-ce qu'on devait dire aussi aux miliciens? Est-ce qu'on devait dire qu'on travaillait pour la télévision française ou la radio française, ou est-ce que ça pouvait être mal perçu, mal interprété, quoi? Tout ça, on l'a appris à mesure des événements, quoi. Mais on n'a pas appris non plus à se protéger contre les prises d'otages, quoi. C'est la preuve. Il y avait eu un enlèvement, encore de journalistes. Et forcément, on était pris d'une forme un peu de panique. Et moi, j'étais à l'hôtel Cavalier. Et là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire là? Et à ce moment-là, j'ai appelé le général Druz, qui était commandant en chef de l'armée, avec qui j'avais dîné un soir par hasard au Cavalier. Et je lui ai dit, voilà, écoutez, j'ai un petit problème là, j'aimerais bien que vous m'envoyiez juste une voiture pour qu'on me ramène à la ligne de démarcation et que je sois escorté pour aller jusqu'à la ligne de démarcation. Et il me dit, oui, vous ne bougez pas. Et il ne m'envoie pas une voiture, il m'envoie 2 Range Rover bourrés de militaires qui m'embarquent et qui prennent la direction opposée à la ligne de démarcation. Donc moi, quand je vois les 2 voitures partir dans le sens opposé de la ligne de démarcation, je me dis, ça y est, c'est des faux militaires, c'est des fausses voitures, et je vais me faire enlever.
J'ai dit, mais on va où? Et puis il m'a dit, vous inquiétez pas. Bon. Et les deux Range Rover descendent vers le bain militaire, je crois, là où il y avait la grande roue. Voilà, ils descendent vers le bain militaire. Et là, ils bloquent la route qui longe la mer, là. Une Range Rover là, une Range Rover là. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Et ils me disent, attendez dans la Range Rover. Bon. Là, j'attends et j'entends un bruit phénoménal. Et là, il y a un hélicoptère qui se pose. Ouais, Et le sergent me dit, bon voyage et ne revenez jamais. Et il me met dans l'hélicoptère. Et là, l'hélicoptère décolle et survole Beyrouth-Ouest et survole la Méditerranée et m'emmène jusqu'au stade de Jounier. Au stade de Jounier, il y avait une base d'hélicoptères et il y avait des hélicoptères de l'armée là-bas. Il y avait les deux pilotes libanais de l'hélicoptère. Et ça devait être à l'époque, je pense, du film Top Gun ou je sais pas quoi. Les types étaient habillés comme des pilotes américains, avec des grosses Ray-Ban, voilà. Et ils me disaient, mais qu'est-ce que vous foutiez sans trahir de secret, je pense qu'ils devaient être chrétiens. Et ils devaient me dire, mais qu'est-ce que vous foutiez dans ce merdier? Pourquoi vous étiez là-bas? Tout ça, avec assez insultant. Bon. Et eux étaient dans un autre monde. Donc, en fait, le truc de dingue, il aurait pu m'envoyer 3 mecs dans une voiture, je risquais rien. Et il m'a envoyé 2 Range Rover avec un hélicoptère. Ce qui était très sympathique, hein. J'ai envoyé après des chocolats ou je sais plus quoi pour le remercier, mais c'était surréaliste. En 82, alors j'étais déjà mariée, ça faisait peut-être 1 an ou 2. Le hasard a voulu que je connaisse pas mal les gens du Comité international de la Croix-Rouge. Et un jour, évidemment, j'habitais Beyrouth-Ouest et on était assiégés par l'armée israélienne. Et un soir, donc, j'étais là en train de dîner avec un des grands responsables du CICR qui était venu de Genève, prêter main forte à la délégation de la Croix-Rouge qui était là. Et au cours du dîner, il me dit que le lendemain matin, ils allaient aller à Ansar, au sud Liban, où les Israéliens avaient déjà établi un camp pour les prisonniers libanais et palestiniens. Et parmi ces prisonniers, il y avait des enfants. Et donc, demain, on a l'autorisation de rentrer, parce qu'il y avait eu beaucoup de pression internationale pour que les enfants soient visités par la Croix-Rouge. On était en juillet 82, et il m'a dit, écoute, nous, demain, on y va, tu n'ouvres pas la bouche, tu ne racontes à personne, c'est une info que je te donne, et on va rentrer, voir combien il y a d'enfants, et pour négocier leur libération, quoi. J'ai dit, ah, d'accord, et tout. Il me dit, tu n'ouvres pas la bouche. Je dis, oui, mais moi, je vais y aller. Il m'a dit, mais c'est pas avec nous que tu vas y aller. Je rentre à la maison, mais alors, totalement dans tous mes états, comment faire pour sortir du siège de Beyrouth-Ouest et aller. Alors, dans le métier de journaliste, il faut avoir des ressources et des contacts. Effectivement, comme mon mari était franco-suisse, inutile de vous dire que je connaissais évidemment les diplomates français en poste ici parce qu'on allait à des dîners et tout. Mais lui, alors, il n'était pas là, mon mari. Il avait été menacé de mort pour des articles qu'il avait écrits. Il était sur Chypre. Et j'appelle l'attaché militaire de l'ambassade de France, qui était un grand copain, et je lui dis... Écoute, j'ai appris que demain, il y a une délégation du CICR qui va aller au camp de détention d'Ansar, que personne n'avait vu, que personne n'avait visité, rien du tout. C'était un truc entre l'armée israélienne, Genève et le CICR pour rentrer. Et donc, tu as une plaque diplomatique, tu vas m'emmener avec toi, on va sortir de Beyrouth-Ouest et on va aller à Ansar. Et il me dit, oui, mais bien sûr, je viens te prendre, pas de problème. Et donc, on monte en voiture, on arrive à Ansar, et là, il me dit, tu prends le volant pendant que moi, je prends des photos qu'il voulait envoyer au ministère de la Défense. Lui, c'était l'attaché militaire. J'ai pris le volant de cette lourde blindée, et il a pris des photos. Lui, on arrive à Ansar, et là-dessus, il y a une espèce de grand hurluberlu, le porte-parole de l'armée israélienne qui vient vers nous. C'était un réserviste. Ils avaient recruté un professeur de philosophie.
Alors, il nous a dit que lui était réserviste dans l'armée, qu'il était de gauche, qu'il votait pour les travaillistes, donc pas pour Sharon en réalité. Il commence à nous dire qu'il y a le grand chef militaire palestinien, qui est une vraie icône, qui est là à l'intérieur d'Ansar, le fameux Salah Ta'mari. Salah Ta'mari était effectivement un grand chef militaire palestinien, très charismatique, qui était marié à la première femme du roi Hussein, la princesse Dina. Donc c'était une très grande figure en réalité. Et il commence à nous dire que sa femme était le porte-parole. Je lui dis, d'accord, très bien, vous êtes très gentil, monsieur le porte-parole. Nous, on veut rentrer maintenant. Je sais qu'il y a le CICR dedans. J'ai appris qu'ils sont venus voir les enfants que vous détenez. Il a dit, ah oui, mais les enfants, ils ont quand même 13 ans, ils avaient des armes, c'est des Palestiniens, des terroristes. Là-dessus, le type qui était soi-disant de gauche et tout, nous sort ça. Et le colonel lui dit, oui, enfin, quand même, c'est des enfants. L'Israélien lui dit vulgairement, oui, on sait ce que vous êtes, les Français, quand des nanas passent, vous les sifflez. Et le colonel lui répond, nous, si on siffle les filles dans la rue, au moins c'est dans nos rues. And we are not children killers. Le porte-parole israélien nous dit, si vous ne filez pas, vous allez vous retrouver dedans dans Ansar. J'ai dit, bon, vu qu'il ne nous a pas, on est rentré.